Re-YouTube, on reprend après un petit crash. Normalement, tu verras rien au montage. Allez, on reprend tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Attention, ce danger, c'est le changement de pouvoir qui a lieu en Angleterre. Les débuts de Richard II étaient comparables à ceux de Charles VI. Il était sous la tutelle de ses oncles et il a réprimé salement les émeutes de la faim nées des impositions les plus inutiles et infectes. Mais il avait, au moins, la volonté de mettre fin à la guerre entre Français et Anglais. Des trêves ont été signées à Lollingham en 1388 et renouvelées en 1389 et 1394. Cependant, en 1399, le duc de Lancastre, son cousin, destitue Richard II, le fait tuer en prison et se fait couronner sous le nom d'Henri IV. À partir de ce moment, Louis d'Orléans est de plus en plus belliqueux avec l'Angleterre. Et il n'a pas tort. Les Lancastres ont bien des visées explicitement expansionnistes, qui exploseront au grand jour lors de l'avènement de son fils Henri V. Ah bah effectivement, hein, c'est des Plantagenets, hein, donc eux, ils veulent récupérer leurs anciens fiefs qui sont retombés dans le domaine royal de France, hein. Ils ont des visées expansionnistes, et notamment pas seulement sur leurs anciens fiefs, mais notamment sur l'ensemble de la couronne de France, puisqu'ils ont des prétentions dessus depuis la commise des fiefs de Guyenne et la revendication de la couronne de France par l'Angleterre. Donc forcément, il y a une carte à jouer. Il y a eu des trêves, donc ils ont pu se poser quelques instants, mais l'appel de la guerre pour une couronne finit forcément par reprendre l'ascendant. Le problème, c'est que Louis d'Orléans fait les choses un peu n'importe comment. Il ne consulte pas les oncles. Il menace directement le roi d'Angleterre, le traite d'usurpateur et le décrète responsable de la mort de Richard II. De plus, il n'a absolument aucune conscience sociale, ce qui l'entraîne à faire en 1405 une énième levée d'impôts pour préparer la guerre contre les Anglais, extraordinairement lourde, 1 800 000 livres. Très mauvais plan. Face à Louis d'Orléans... Des livres de l'époque. Une colossale fortune aujourd'hui, hein. Avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, c'est énorme en termes de sommes que ça représente. Jean sans peur peut alors apparaître comme un champion du peuple en se montrant hostile aux levées d'impôts. Alors que ce ne sont pas les impôts son problème. Son problème, c'est qu'il n'a aucune envie que la France combatte contre l'Angleterre. Jean sans peur possède la Flandre. Et ce sont les moutons anglais qui fournissent la laine de son industrie drapière. Il serait ruiné par un embargo. D'autre part, c'est sur le marché anglais que le commerce du drap flamand trouve une partie de ses débouchés. Il ne va pas cracher dans la main qu'il nourrit. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Leur querelle est publique. Elle devient publicitaire. Louis d'Orléans prend comme emblème le bâton noueux, le gourdin. Jean sans peur réplique en prenant le rabot. De plus, des rumeurs commencent à circuler concernant Louis d'Orléans, fruit de la propagande bourguignonne. On l'accuse d'entretenir une liaison avec la reine Isabelle de Bavière. Isabeau. Ah bah oui, Dernière comme ça le tableau est complet. Va se retourner contre lui, il modifie la composition du Conseil royal. Il réduit les 51 conseillers à 26, dont 20 alliés à lui, 4 neutres et seulement 2 pro-Jean sans peur. Ce dernier n'a plus d'autre issue que de préparer l'élimination physique de son rival, Écrichenerbe. En effet, jouant le tout pour le tout, Jean sans peur décide alors de tout simplement faire tuer Louis d'Orléans. Et pourquoi pas ? Cet assassinat va nécessiter 6 mois de préparation. À la fin du mois de juin 1407, un homme qui se prétend étudiant se présente pour louer une maison près de l'hôtel Saint-Paul. Il trouve une maison abandonnée, près de l'hôtel Barbette, pas loin du croisement des actuelles rues Vieille du Temple et des Rosiers. Il s'y installe avec plusieurs complices. Ils sont menés par un escroc, dont les détournements de fonds avaient été dénoncés précédemment par Louis d'Orléans, un certain Raoul d'Anctonville, recruté par Jean sans peur. Plusieurs mois d'observation sont nécessaires à la mise en place du guet-apens. Il aura lieu 3 jours après des réconciliations officielles et publiques entre Jean sans peur et Louis d'Orléans. Oh. Réconciliation accompagnée d'un serment réciproque devant l'autel et d'une communion. La mafia italienne n'a décidément rien inventé. Mmh. Et le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans est assassiné. Il Un venait coup de revolver, sa belle-sœur, Isabelle de Bavière, à l'hôtel Barbette. Isabeau. Selon le religieux de Saint-Denis, il venait la consoler de la perte de son nouveau-né, Philippe. Selon Jean Juvénal des Ursins, il était venu se divertir, passer du bon temps. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Il y a eu tant de rumeurs concernant la vie sexuelle de Louis d'Orléans ou celle d'Isabelle de Bavière. Celles-ci peuvent venir de faits réels, mais elles peuvent aussi venir du super réseau de Fake news. avant l'heure
monté par Jean sans peur. Louis d'Orléans est alors piégé par un valet du roi qui travaille en sous-main pour Jean sans peur, un certain Thomas de Courteheuse, qui lui fait croire que le roi le mande de toute urgence. Une voisine, Jacquette Giffard, dira avoir vu depuis sa fenêtre le seigneur qui jouait avec un gant ou une moufle, et il lui a semblé qu'il chantonnait. Puis, après avoir mis son enfant au lit, Jacquette a entendu crier « À mort, à mort !» et est revenue à la fenêtre pour voir le seigneur à genoux au milieu de la rue, entouré de 7 à 8 hommes masqués, armés d'épées et de haches. Ce film comporte des scènes de violence s'adressant à un auditoire adulte et averti. Bon, allez vous Beau coucher. gosse est démembré à coups de hache. Ah. Son bras droit est tranché au coude et au poignet, Oh. son crâne est explosé, la cervelle répandue sur le pavé, son poing gauche, enfin, fait des ricochets sur le trottoir et se perd dans une rigole. Guillaume de Tignonville, le prévôt de Paris, mène l'enquête. Il trouve très vite la maison louée par les assassins et reconstitue l'itinéraire des tueurs en suivant les chausses-trappes qu'ils ont lancées au cours de leur fuite pour ralentir d'éventuels poursuivants. Il arrive même à retracer leur parcours jusqu'à l'hôtel d'Artois, la résidence parisienne de Jean de Bourgogne. Ce dernier se met alors à flipper. Elementary, my dear. Ouais. Il avoue tout à ses oncles et cousins, les ducs de Berry et d'Anjou. Oh, le mec, il passe à le diable table. m'a tenté. Puis après s'être confessé, Jean sans peur, tu parles, quitte précipitamment Paris et file vers la Flandre. J'ai envie de dire, il file à l'anglaise. Et alors là, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce jeu de mots, il y a 4 blagues en une. C'est incroyable. Mais le duc de Bourgogne n'a pas besoin de se faire dessus comme ça. La cour ne va pas tarder à faire machine arrière. Et plutôt que de le condamner pour avoir tué le frère du roi, elle va tenter de le remettre en grâce, car elle sait qu'il est non seulement très riche, mais de plus très populaire chez les Parisiens. Donc c'est une sorte d'immunité du fait d'être le premier des seigneurs du royaume. On en est là. Et son crime du 23 novembre va le transformer en héros. Il a éliminé celui qui saignait le peuple avec ses fichus impôts. Il est peut-être celui qui nous sauvera. C'est ce que les autorités françaises croient. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, ayant triomphé dans le crime, Jean de Bourgogne ne va gouverner que dans la guerre civile. Ah, c'est la pause. Ok, très bien. On est à combien de temps Elle là de la m'intéresse cette vidéo? histoire pour montrer qu'un pays peut être à feu et à sang sans qu'il y ait besoin qu'un autre pays vienne mettre son nez là-dedans. Et en gros, ce qui s'est passé de pire pendant la guerre de 100 ans, ça vient pas des Anglais, ça vient des Français contre eux-mêmes. Et la façon dont les Français se sont battus contre eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin d'aide extérieure. Ils ont fait ça tout seuls comme des grands. Et c'est pas venu du peuple. C'est venu du haut de la société, des querelles entre seigneurs. Donc les seigneurs, quand ils ne peuvent pas se piffer, qui veulent le pouvoir, ils peuvent vraiment foutre le pays dans un état lamentable. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a intéressé. Bah oui, parce que la guerre de 100 ans, c'est littéralement une querelle dynastique. C'est 2 cousins qui se font la guerre, mais sauf que c'est à l'échelle de 2 royaumes. Donc forcément, ça a des implications. Et derrière, les gens prennent position. Duc d'Orléans d'un côté, duc de Bourgogne de l'autre. Et voilà, et ça vire au bain de sang. Et la guerre de 100 ans ne fait que commencer. Et comment ça fonctionne une guerre civile? Qu'est-ce qui provoque une guerre civile? C'est pas vraiment 2 camps qui sont opposés pour des raisons différentes. C'est pas vrai. C'est pas une querelle d'idées. C'est pas vrai. C'est juste 2 groupes avec des intérêts bien compris qui vont réussir par des fake news, des rumeurs et des espèces de leviers de pression de foutre le pays entier en guerre. Mais pour rien, quoi. Juste pour leur petit nombril, pour leurs petits problèmes de merde. Donc, comme vous voyez, tout a disparu. Ici, tout ce bout de quartier là, avec la rue Beautreilly, Ouah, ça me fait penser à un reportage, pas un reportage, à une sortie scolaire. On suit monsieur le professeur et puis on est parti dans les rues, voilà, pour voir un petit peu le cours d'histoire. Voilà, ça me fait vraiment penser à un reportage. Non, à une sortie scolaire, pardon. La rue Charles V, la rue des Lions-Saint-Paul, c'était l'endroit de l'hôtel Saint-Paul. C'est là où le roi Charles V avait décidé d'installer le château du roi et où son fils, l'infortuné Charles VI, a vécu toute sa vie de roi.
dont les 30 ans de sa folie. Les 30 ans de sa folie sont passés ici. Le cœur de l'action de tout l'épisode se situe dans une poignée de rues les unes collées aux autres et où a disparu presque toute trace de la présence de ces événements. Certes, c'était il y a longtemps, mais je pense qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, le désir d'oublier cette histoire, qui est une histoire honteuse. L'épisode de la guerre civile, il est injustifiable, à aucun niveau. Alors là, on se retrouve exactement ici, où c'est le parvis des 260 enfants. C'est à peu près là où a été assassiné à coups de hache Louis d'Orléans. Donc c'est le point de départ de la guerre des Armagnacs et des Bourguignons. Le Paris le plus ensanglanté qu'on a connu. Et tout part d'ici, du moment où... Là, ils ont même représenté avec une cible l'endroit où il s'est fait dégommer, quoi. C'est fou. La vache. Pour régler un conflit politique entre deux personnes, Jean sans peur a choisi la voie la plus courte, c'est-à-dire assassiner son rival. Ces taureaux étranges qui sont là, et qui sont maintenant sur une école, étaient sans doute initialement, d'après les recherches que j'ai faites, liés à un abattoir. Mais alors, c'est déjà bizarre Il a été abattu devant un abattoir. C'est quand même fou. de mettre des taureaux de sacrifice assyrien sur un abattoir. Donc je ne sais pas pourquoi on a ces taureaux. Mais ces taureaux, ils regardent bien là où, a priori, le crime de Louis d'Orléans a eu lieu, quoi. Ça donne une charge symbolique encore avec les couches d'histoire successives de Paris. Ils ont mis 6 mois à organiser ce crime pour qu'il soit pas chopé. Il est chopé en 24 heures. Parce que la grande idée, c'est de jeter des pièges derrière eux pour pas être attrapé trop vite. Et du coup, c'est littéralement, tu sèmes des cailloux comme le petit poussé pour qu'on te retrouve, quoi. Donc, non, mais c'est marrant, si je puis dire. Voilà, t'as 6 mois pour se dire on va pas être pris. 24 heures plus tard. One day later. Et ces pièges, ça fait un chemin. Voilà. Ah oui, non, mais j'ai l'impression que c'est un concours géant de débilité, hein, le 14e siècle. Alors, la troupe de petits rigolos, là, le bande de tueurs qui se sont débarrassés de Louis d'Orléans à la... J'ai vraiment l'impression d'être en sortie scolaire, c'est fou. Et je suis chez moi tranquille, donc voilà, j'ai même pas à sortir de chez moi. hache. Ils sont partis à cheval. Ils sont partis à cheval depuis ce qu'on a vu là au coin de la rue Vieille du Temple. Et ils sont partis à cheval en jetant derrière eux des pièges pour qu'on les rattrape pas, mais qui ont permis d'identifier leur chemin. Donc dès le lendemain, on a su où ils étaient allés. Ils sont allés ici. C'est sans doute le lieu d'où est parti le plus de décisions atroces. Ah, on reprend. Et ben, sauf que là, nous, on va faire une petite pause dans le live et donc dans la VOD. Donc, je vais mettre en pause la VOD et le live. J'espère que ça va pas cracher entre-temps parce que, bon, ça a tendance à cracher. Bref, YouTube, je te retrouve quand on reprend. À tout de suite. Allez, on reprend YouTube. Deuxième partie donc de ce React pédagogique. Je pense que j'aurais divisé la VOD en 2. Je vais profiter du crash et envoyer les 2 fichiers séparément. Donc vous aurez la première partie samedi et puis la seconde partie dimanche. Comme ça, vous aurez un week-end pédagogique. J'espère que vous serez content YouTube. Allez, on continue. Comment Jean sans peur va prendre Paris ? Tout d'abord, depuis Arras, il prépare l'opinion en lançant un manifeste dès la mi-février, adressé aux rois, ducs, comtes et autres princes, prélats et barons et tous autres, clercs et laïcs. Le devoir de chacun, y écrit-il, est de défendre et de soutenir le roi. Or, Louis d'Orléans ne lui voulait que du mal. Jean sans peur a donc rendu service au roi. Pour appuyer sa défense, Jean sans peur corrompt sans trop de difficulté un universitaire, Jean Petit, un professeur alors très en vue. Ce dernier lui pond une justification détaillée de son crime. Justification connue depuis sous le nom d'apologie du tyrannicide. D'accord. Le docteur fait bien son boulot. Il faut dire qu'il est attaché par serment depuis 3 ans à Jean sans peur, de qui il reçoit une pension. La justification est lue en public le 18 mars 1408 dans la grande salle de l'hôtel Saint-Paul. Elle va durer 4 heures, de 10h à 14h. C'est un texte interminable, une purge, construite à partir d'un syllogisme avec une majeure, une mineure et une conclusion. La majeure. Il est bon, licite, honorable et méritoire de tuer un tyran, traître, coupable de lèse-majesté. La mineure, Louis d'Orléans était un tyran, un traître. La conclusion, Jean sans peur a fait œuvre bonne, licite et méritoire en tuant Louis d'Orléans. Ah bah d'accord. Cette justification est une sorte de chef-d'œuvre du grand n'importe quoi. Pour la majeure,
YouTube, on reprend. Alors, je me suis pas rendu compte, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, on va reprendre là où on en était tout à l'heure. Voilà, j'ai pas, je me suis trompé de bouton. Donc, on a vu 3-4 minutes, hein, voilà, donc je vais refaire les mêmes blagues, mais on avance. Hop. Comment Jean sans peur va prendre Paris? Tout d'abord, depuis Arras, il prépare l'opinion en lançant un manifeste dès la mi-février, adressé aux rois, ducs, comtes et autres princes, prélats et barons et tous autres, clercs et laïcs. Ce Le live qui devoir n'a de aucun chacun, sens, où tout part à lui volo. crie-t-il, est de défendre et de soutenir le roi. Or, Louis d'Orléans ne lui voulait que du mal. Jean sans peur a donc rendu service au roi. Pour appuyer sa défense, Jean sans peur corrompt sans trop de difficulté un universitaire, Jean Petit, un professeur alors très en vue. Ce dernier lui pond une justification détaillée de son crime. Justification connue depuis sous le nom d'apologie du tyrannicide. Donc, c'est bien, fallait Le pas que ça se docteur fait sache, bien mais son du boulot. coup... Il faut dire qu'il est attaché par serment on a depuis 3 ans à tout, Jean sans peur, de qui il reçoit une pension. La justification est lue en public le 18 mars 1408 dans la grande salle de l'hôtel Saint-Paul. Elle va durer 4 heures, de 10h à 14h. C'est un texte interminable, une purge, construite à partir d'un syllogisme avec une majeure, une mineure et une conclusion. La majeure. Il est bon, licite, honorable et méritoire de tuer un tyran, traître, coupable de lèse-majesté. La mineure, Louis d'Orléans était un tyran, un traître. La conclusion, Jean sans peur a fait œuvre bonne, licite et méritoire en tuant Louis d'Orléans. C'est Cette Nawak. justification est une sorte de chef-d'œuvre du grand n'importe quoi. Voilà, donc là, quand on était juste en live et pas en VOD, je disais que voilà, on dirait moi quand j'avais pas révisé un de mes partiels et que je faisais 4 heures de broderie sur mes copies de partiels, où vraiment je faisais des tapisseries de Bayeux, quoi, du grand spectacle. Mais voilà, je la fais courte parce que faut qu'on avance. Pour la majeure, Jean Petit tord tous ces classiques, d'Aristote aux évangiles, Et là, pour leur faire là dire on a qu'il y a terminé. une Donc, on hiérarchie reprend. des crimes et de leurs victimes comparable à la hiérarchie sociale. Non. Un crime Quoi est plus grave s'il touche un baron qu'un chevalier, un Ah bah comte d'accord. qu'un baron, un duc qu'un comte, un roi qu'un qu'un duc. frère de roi. Ah oui, En d'accord. montant de degré en degré, l'obligation est plus grande de vouloir garder ou désirer le salut du roi et le bien de la chose publique. Une fois sa majeure avalée, il se lance dans sa mineure en accumulant toutes les rumeurs possibles et imaginables afin de faire passer l'idée que Louis d'Orléans avait pour projet l'assassinat de son frère. Il aurait tenté de le tuer publiquement aux balles ardents en l'incendiant avec la torche. Ah, voyez, comme quoi justement ça a été repris ensuite en mode premier degré, c'était peut-être une hypothèse sérieuse. Voyez, l'échelle de l'indécence. Ah bah alors là, il y a beaucoup de barreaux sur cette échelle, hein. Il aurait tenté de l'assassiner avec les poisons et les sortilèges de sa femme Valentina. Eh ben voilà, tout est Il était lié. coupable contre le roi, mais aussi contre Dieu et la morale, parce qu'il faisait de la magie noire et était débauché. De toute façon, c'est une femme, donc elle est coupable. Voilà, c'est... On gagne un temps fou, hein. L'universitaire va jusqu'à prétendre que Louis d'Orléans est le mystérieux traître dénoncé par l'homme des bois dans la forêt du Mans. Et ce serait donc la raison Ah bah oui. pour laquelle Ah Jean bah oui. sans peur l'aurait fait assassiner avant Voilà. qu'il ne finisse par réussir à achever son crime. Le duc de Bourgogne a fait acte licite, honorable et méritoire en faisant disparaître un vrai tyran. Cette argumentation paraissait très étrange à certaines personnes bien connues et à des clercs, écrit à son sujet Jean Juvénal des Ursins, mais aucun homme ne fut assez hardi pour porter la contradiction. Bien. En même temps, tu viens te taper 4 heures de discours comme quoi en fait il fallait le faire et que c'était le gentil et que l'autre c'était un tyran. Ouais, 4 heures en fait, t'as juste envie de te barrer clairement. 4 heures de conneries, t'es obligé d'être là, d'écouter les conneries. Bah en fait, non mais c'est bon, non, j'ai rien à dire. Non, c'est bon, on y va. La masterclass de Jean Petit va même être diffusée dans tout le royaume, dans des versions parfois enluminées, où Jean sans peur se fait représenter en lion, tuant le loup orléanais pour protéger la tente royale. Celle qu'il a en travers de la gorge, c'est la femme de Louis, Valentina Visconti. Elle demande au roi de faire justice du meurtre de son mari. Mais le roi ne se souvient même pas de son propre nom. Mhm. Autant demander à Joe Biden de se souvenir si son fils est mort ou vivant. Alors déjà, sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany. Et Valentina meurt 1 an plus tard, de colère et de chagrin, dit-on, ce qui met fin à son action en justice. Quelle pitié d'entendre, c'est pratique. avant sa mort,
ses regrets et ses plaintes, ajoute des Ursins. Elle laisse un fils qu'elle a eu avec Louis, Charles d'Orléans, né en 1394. Il a 13 ans à la mort de son père, 14 à celle de sa mère. Pour l'instant, il se tait, mais on réentendra parler de lui. Désormais lavé de son crime, et même traité en héros et en sauveur, Jean de Bourgogne commence par se venger du prévôt qui avait réussi à l'identifier, Guillaume de Tignonville, en le faisant destituer. Puis il se débarrasse du marmousset préféré du roi, Jean de Montaigu, le responsable des finances. Il le fait arrêter le 17 octobre, et après une parodie de procès, on le juge traître et coupable de la maladie du roi, on lui coupe la tête, et on pend son cadavre acéphale au gibet de Montfaucon. Ouais, bah. Et schlack. Coupé en deux. Et dès le 20 octobre, Jean sans peur prétend s'atteler à la réforme des finances. Mais en réalité, il crée une commission répressive pour désigner des coupables parmi ses ennemis et sans véritablement apporter d'amélioration. De toute façon, quand vous voulez vous atteler à un problème et que vous... Enfin, quand vous voulez faire semblant de vous atteler à un problème, vous créez une commission. Ça fonctionne à tous les coups. Vous créez une commission. C'est bon, c'est fini. Et ceux qui s'attendaient à payer moins d'impôts vont être déçus. Le duc de Bourgogne imposa de lourds impôts à Paris et ailleurs, écrit les Ursins. Aucune excuse n'était admise. La situation empirait, dégénérant en grandes discussions, graves dissensions, émeutes et actes de guerre. Entre 1409 et 1413, le grand opposant à l'imposition, le champion du peuple, qu'est Jean sans peur, se récupère ainsi 1 million de francs. Tranquille, le chat, à sa décharge. De nouveaux impôts sont bien désormais nécessaires et même indispensables. Mais pas pour mener la guerre aux Anglais, ni même aux Turcs. Pour mener la guerre aux anciens partisans de Louis d'Orléans, ceux qu'on va appeler les Armagnacs. Pourquoi ? Parce que tous les lésés, et ils sont nombreux, sont déjà regroupés liste, et rabattus sur Bernard VII, le comte d'Armagnac. Lui, ce n'est pas un raffiné. Ce n'est pas un dandy lettré, chantonnant dans la ruelle où il va se faire trucider. Homme très cruel et tyran sans pitié, comme dit de lui l'auteur anonyme, mais généralement assez pro-bourguignon, du journal d'un bourgeois de Paris. Bernard d'Armagnac prend la tête de la faction au moment où il marie sa fille Bonne à Charles d'Orléans, le fils désormais orphelin de Louis et Valentina. Il associe les ducs de Berry, de Bourbon et de Bretagne à sa guerre, et il recrute dans le Midi des bandes qui s'approchent de Paris en ravageant la Picardie et l'Île-de-France. Face à ces armées de milliers d'hommes qui avancent de village en village et ont des sympathisants dans Paris, comme dans l'administration de l'État, Jean sans peur doit trouver une force avec laquelle s'allier. Et il choisit alors les mecs les plus dangereux de la ville. La corporation des bouchers de Paris, dirigée par Simon le Coutelier, dit Caboche. Je vais pas me faire strike là quand même. Attention. La corporation des bouchers est riche, mais très mal intégrée. Bon live, bazar. Ce qui en fait un atout pour Jean sans peur, dans un premier temps du moins. Il peut confier aux cabochiens tous ses mauvais coups sans avoir à les assumer. À chaque opposition politique de ses adversaires, Jean sans peur répond en lançant une rumeur qui produit une émeute avec ses complices bouchers. Le 28 avril 1413, à la suite d'une opposition de ses adversaires et une levée d'impôts, Jean sans peur, avec les bouchers, lance une rumeur sur la volonté des princes d'emmener le roi au loin pour être maître de Paris. Et il pousse les Parisiens à s'emparer de la Bastille. À l'époque, la Bastide Saint-Antoine laisse Paris. À la Bastille, les bouchers mettent à mort le nouveau prévôt de Paris. Ils réclament la tête de 50 traîtres, bien choisis parmi ceux que Jean sans peur voit comme des adversaires. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. Mais c'est quoi ces références-là ? 10 jours plus tard, les 9, 10 et 11 mai, afin de faire pression sur la famille royale, les émeutes reprennent. Mais cette fois-ci, ça dépasse les attentes de Jean sans peur. Les cabochiens investissent l'hôtel Saint-Paul, prennent en otage le roi, la reine, le dauphin, les membres du gouvernement et sont à 2 doigts de destituer jusqu'aux Bourguignons eux-mêmes. Jean sans peur prend peur à nouveau, mais de ses complices cette fois. La population parisienne appelle à son secours les Armagnacs, qui portent alors un emblème bien reconnaissable, l'écharpe blanche, et qui écrasent les bouchers. On a de la bidoche. Fuit à nouveau vers la Flandre, mais sans prévenir un seul de ses hommes, les abandonnant au nouveau maître de la ville, c'est-à-dire Bernard d'Armagnac, bombardé connétable en 1413, et qui s'installe dans la résidence de Jean sans peur, l'hôtel d'Artois lui-même.
c'est le moment que les Anglais choisissent pour revenir. Eh oui. Surprise, motherfucker! En août 1415, Henri V se proclame roi de France et débarque sur la côte normande. Cette fois, c'est du sérieux. Oui, parce que le roi, il a toujours chopé la cerise, hein. Enfin, il a toujours la cerise, il est toujours fou. Et du coup, bah en fait, c'est l'occasion rêvée. Ouh, je crois que ça va recracher. C'est l'occasion rêvée pour redébarquer et dire, bah regardez, votre roi, il est tout moisi, il sert à rien. Moi, je vais être roi de France. Voilà, c'est... N'oublions pas qu'ils sont poussés en plus par la dynastie des Lancastres, qui sont du coup maintenant au pouvoir, et qu'ils veulent qu'une seule chose, c'est casser du français pour la couronne française. Donc du coup, coucou, c'est nous! Et voilà, et cette fois, c'est sur les côtes normandes que ça commence. C'est un débarquement qu'il aurait été très facile d'empêcher, mais que la France de Jean sans peur, plongée dans la guerre civile, a ignoré. En septembre, Henri V prend Harfleur et reprend la route de Calais. L'armée française, surtout pourvue en Armagnac, se réveille enfin et s'oppose à lui à Azincourt le 25 octobre 1415. Un désastre. Les Anglais ne pensaient même pas que ce serait si facile. Ils étaient en sous-nombre, 7 000 hommes contre 15 000 à 20 000 Français. Mais le terrain est petit et trempé par une pluie battante, englué dans la boue, les Français trop nombreux font des cibles parfaites pour les archers anglais. C'est Rousbec à l'envers, la revanche mystique des Flamands. César ne leur donne plus rien. Les abordant de face, les Français sont stoppés par les flèches des Anglais et se replient bientôt en désordre. En une demi-heure, la défaite française est pliée. Ah oui, Azincourt, c'est un monument dans les défaites militaires de la France. À quel point c'est une déculottée, hein, clairement, c'est une déculottée. Encore de la cavalerie, encore face à des archers, bah, le résultat ne pouvait être qu'une défaite. Mais du coup, avec toutes ces conditions, le fait que les Français se marchent les uns sur les autres, puisque du coup, le terrain n'est pas propice et que la météo n'est pas avec nous, hein, il y a une météo normande, voilà, et bien du coup, bah, c'est la Bérésina, hein, c'est la catastrophe. Jean sans peur sentait sans doute que ça allait barder. Il n'est pas venu. En revanche, il a laissé ses 2 frères s'y rendre, Antoine et Philippe, qui meurent au combat tous les 2. C'est pratique, du coup, il n'y a plus les frangins à gérer si jamais il y a une tentative de coup d'État dans le duché de Bourgogne. L'honneur, cette idée de con qu'il a inventée. Le jeune Charles d'Orléans, le fils de Louis et de Valentina Visconti, y allait lui aussi. Il n'a que 21 ans. Il est fait prisonnier et il va passer ensuite 25 ans dans les prisons anglaises. C'est l'héritier, c'est le dauphin, c'est l'héritier du royaume de France. Là, pour vous dire à quel point c'est une déculottée, c'est une sacrée fessée pour les Français, c'est-à-dire que tout le monde meurt, les puissants qui sont concernés n'y vont pas, et donc le duc de Bourgogne, il est là comme ça, bah moi je suis tout seul, voilà. Et en plus, le dauphin, il finit au Niouf. C'est la déculottée. Jean sans peur publie un nouveau manifeste qu'il envoie dans tout le royaume. Il rejette toutes les fautes sur les Armagnacs, désignés comme des traîtres et des séditieux. Il appelle tous les sujets du roi à lui apporter du soutien dans sa guerre et promet au pauvre peuple d'abolir les emprunts, subsides, gabelles et autres exactions quelconques. Parole, parole. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Parmi ceux qui s'allient aux Bourguignons, le capitaine Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, un opportuniste qui avait précédemment tenté de rejoindre le camp Armagnac mais avait été rejeté. Et Isabelle de Bavière elle-même. Incroyable, incroyable. Face à cette coalition, Isabelle Jean sans peur, les Armagnacs publient une ordonnance le 6 novembre 1417. La lieutenance générale est confiée au nouveau dauphin, Charles VII, 14 ans, qui vient de succéder à ses 2 frères aînés morts prématurément et annule toute délégation de pouvoir à la reine qu'il juge influencée par Jean sans peur et même hostile à leur cause. Ça ne sert pas à grand-chose. Avec des Anglais dans son armée et des soutiens locaux parmi les bourgeois et les universitaires, les troupes bourguignonnes, menées par Jean de Villiers, reprennent Paris dans la nuit du 28 au 29 mai 1418. Jean sans peur est de retour. Jack is back. Son objectif est de débarrasser du dauphin lui-même, mais il le rate. Charles VII échappe in extremis grâce à des officiers armagnacs qui vont le cacher à Bourges pour organiser la résistance. Celui qui n'en réchappe pas en revanche, c'est Bernard d'Armagnac, le chef de la faction.
Il est tué lors des massacres du 12 juin, 1500 morts. Des massacres ordonnés par Jean sans peur et exécutés sous le contrôle, cette fois, du bourreau de Paris, la nouvelle coqueluche, Capluche. On ne pleurera pas le sanguinaire Bernard d'Armagnac, mais tout de même, on s'acharne sur son corps à la Kadhafi. On arrache une bande de chair de sa poitrine, on la lui place en écharpe pour parodier l'emblème de son parti. On promène son cadavre pendant 3 jours avant de le jeter sur du fumier. Capluche devient très populaire et Jean sans peur n'aime pas ça. Après une énième émeute en août, pendant laquelle, selon les chroniqueurs, on éventre une femme enceinte et on raille le fœtus en disant « Regardez ce petit chien qui se remue », Jean sans peur met en état d'arrestation et fait condamner à mort son nouveau complice. L'auteur du Journal d'un bourgeois de Paris est présent lors de son exécution. Comme quoi, les lunettes de cristal n'ont rien inventé. Hein. Vraiment, ça se faisait déjà à l'époque. Hein. Ça avait l'air cocasse quand on est sensible à ce genre d'humour. Je cite le bourgeois de Paris. Le bourreau de Paris enseigna au nouveau bourreau la manière de couper les têtes. Il enseigna la façon de trancher son cou et sa tête et tailla un peu le bois avec son couteau comme s'il s'apprêtait à exécuter un autre que lui, ce qui ébahit tout le monde. Après, il demanda pardon à Dieu et fut décapité par son valet. Bah, en même temps, c'est logique parce que comme ça coupait rarement d'un coup, on n'a pas encore la guillotine, hein, c'est bien plus tard que ça apparaîtra. Et bah du coup, c'est logique de se dire, me rate pas s'il te plaît, voilà, parce que sinon c'est une agonie en fait. Les têtes coupées, c'est une véritable agonie quand c'est mal fait. Hein. Ça pisse le sang, ça crie partout, voilà. Donc il vaut mieux ne pas se rater. Donc je comprends qu'ils disent bien à son valet, tu fais comme ça parce que j'ai pas envie de souffrir pendant des dizaines de minutes. Hein. Pendant ce temps, Henri V achève la conquête de la Normandie et il s'empare de Rouen le 19 janvier 1419. C'est le moment de la vengeance. Oui, bah, j'ai envie de dire, moi, à partir du moment où Caen est prise, toute la Normandie est prise. Hein. Rouen, c'est qu'une étape, c'est un village-étape. Hein. Voilà. Mais bon, pendant ce temps, justement, en fait, la force des Anglais, c'est d'avoir la supériorité technologique. On l'a vu avec toutes les victoires militaires grâce à leurs archers. Mais c'est aussi et surtout de tirer parti des oppositions qui gangrènent le royaume de France. Les oppositions entre Bourguignon et Armagnac. Et les Bourguignons ne vont pas se priver de faire un visage... un joli visage à leurs copains anglais quand viendra l'heure de l'occupation anglaise en France. Comme dans un mauvais film américain. Headshot. L'assassinat de Jean de Bourgogne par le dauphin, Charles VII, le 10 septembre 1419. Jean sans peur et Charles VII, accompagnés de leur escorte, se retrouvent sur le pont de Montereau pour une tentative de réconciliation. Au début de la rencontre, Jean sans peur s'agenouille devant le dauphin. Charles lui prend la main et le fait se relever, et soudain, les chevaliers de Charles se jettent sur lui pour le tuer à coups de hache. Pas mieux que Richard II à Fontainecourt. Bien joué, bien joué. Il s'en faut même de peu pour qu'on ne jette le cadavre dans l'Yonne, à la Ben Laden. Ce sont les curés de Montereau qui interviennent et exigent que le duc ait une sépulture. Très mauvais plan tout ça, on s'en doute. Maintenant que Jean sans peur est mort, que va-t-il se passer ? Eh bien, le capitaine Jean de Villiers, désormais gouverneur de Paris, et le fils de Jean sans peur, Philippe le Bon, se vendent tout simplement à l'ennemi. Le 29 avril 1420, De Villiers signe un traité de paix franco-anglais et laisse des garnisons prendre possession de la Bastille et du Louvre. Philippe le Bon prépare, lui, pour le 21 mai 1420, le traité de Troyes, une sorte de chef-d'œuvre de trahison et de cynisme. Oui. Isabelle de Bavière déshérite son propre fils au profit d'Henri V, roi d'Angleterre, qui épouse Catherine de Valois, la fille d'Isabelle et de Charles VI. Charles VI, présent mais à l'ouest, accorde tout ce qu'on lui demande. Il déboute son fils, violant les coutumes et les traditions du royaume. Henri V... Parce qu'on n'a pas le droit de déshériter un héritier. La coutume française veut que l'héritier est héritier jusqu'à ce qu'il meure. Et que donc, on n'a pas le droit de déshériter l'héritier. Et désormais, roi d'Angleterre et héritier de France, on stipule qu'il deviendra roi de France à la mort de Charles VI. Les Armagnacs dénoncent le traité. Donc en fait, là, les Anglais jouent la montre. Ce qui compte maintenant, c'est de faire clamser Charles VI pour que la couronne française passe sous contrôle anglais.
Et vous allez voir que c'est même plus insidieux que ça, la stratégie anglaise. Disant que le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse, les Bourguignons relancent leur espèce de réseau de fake news en disant que Charles VII n'est pas le vrai fils de Charles VI, mais un bâtard. Super Allez. tes nouveaux copains, Isabelle. Mhm. Et Charles VI meurt le 21 octobre 1422 à l'hôtel Saint-Paul, âgé de 54 ans, après plus de 40 ans de règne, dont 30 hors de l'histoire, out of this world. Il meurt à peine quelques mois après le roi d'Angleterre Henri V. De quoi meurt-il? Peut-être qu'il a pris froid et qu'il était trop faible pour combattre un rhume ou une fièvre. On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lorsque Charles VI meurt, les Français le pleurent. Et semble-t-il, sincèrement. Tous les vrais Français pleurèrent comme pour la mort d'un fils unique, écrit le religieux de Saint-Denis. Oui, alors c'est compliqué de dire tous les vrais Français, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de sentiment national français, hein. C'est ce que je disais déjà dans les réactes pédagogiques précédents. On est habitant d'un duché, d'un comté, et où à la tête, il y a le roi. Euh, on sait qu'à la tête, il y a le roi, mais on n'est pas français pour autant. On est sujet du roi de France. Pour autant, quand on connaît l'histoire du roi de France qui devient fou et qui du coup ne peut pas régner, bah, on se dit comme il est censé être élu de Dieu, venu sur terre pour diriger le pays, bah, c'est un moment triste pour notre pays. Et donc qu'il soit rappelé à Dieu, c'est toujours un moment triste. Surtout quand tu as toutes les régions qui changent de roi toutes les 4 matins. Exactement. Et Christine de Pisan avait été témoin que lorsque le roi venait en bonne convalescence, elle avait souvent vu la foule, femmes et enfants et toutes gens, courir par les rues pour le voir passer, réjoui de l'avoir vu, pleurant presque de compassion de son infirmité et de sa souffrance. Bon, encore une fois, c'est un peu tiré par... Enfin, pas tiré par les cheveux, mais un peu... Le portrait est un peu grossi parce qu'on n'imagine pas des scènes de liesse devant un roi fou. Mais par contre, on peut comprendre que ça a pu susciter de l'empathie et de la compassion. Effectivement, c'est toujours triste de voir quelqu'un faire des crises de folie, voilà. Mais pas au point que toute la population entière du royaume de France se dise: «Oh mon bon roi!» voilà. Donc faut mettre un peu d'eau dans son vin, hein, c'est sûr que tous ceux qui gravitent autour des cours, des puissants du royaume, effectivement, ils ont dû avoir un sentiment français, de se dire que ça aurait été mieux que le roi ne soit pas fou, que c'est un triste moment. Mais par contre, le paysan pégu du fin fond de la prairie du Languedoc, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, hein, pour citer Jacques Chirac. Enfin, le bourgeois de Paris voit le peuple se répandre en grandes plaintes à sa mort. Très cher prince, jamais n'auront si bon, jamais ne te verront, maudite soit la mort, jamais n'auront que guerre, puisque tu nous as laissés. Oui, il semblerait que malgré un très mauvais début, et contrairement à ce qu'écrira Simone Veil, les Français ont fini par aimer Charles VI. Mais ils ne l'ont aimé ni pour sa justice, ni pour sa force. Ils l'ont aimé pour sa folie. Ils l'ont aimé pour son malheur. Mais encore une fois, pas tous, hein. De dire les Français, c'est comme quand on dit aujourd'hui: «Mais les Français veulent ci, les Français veulent mi», ça peut être une partie de la population, une grande partie, une majorité, mais pas toutes les têtes, voilà. Aujourd'hui encore, on a bien du mal à dire de quoi le roi était malade. Les spécialistes ne s'accordent pas sur un diagnostic de sa folie. Alors à quoi ressemblait-elle? À des accès de violence, suivis de moments d'apathie. Il écrase la vaisselle, casse les vitraux, arrache les tentures, déchire les broderies. Le religieux de Saint-Denis parle de paroles insensées, gestes déplacés, une violence et une fureur incroyables. Ah bah, Par exemple, il refuse de se laver. Et on ne peut pas le forcer. bah non, c'est le roi. Tu te touches pas. Le roi veut pas, bah on fait pas. Et il mange excessivement salement. Moi, je pense que c'est l'inverse. Les proches calculateurs ont dû en avoir marre et le paysan ont dû s'imaginer des choses et projeter de l'empathie dessus. Ouais, peut-être aussi, ouais. Quand il mangeait, il se comportait comme un loup, comme un glouton, Ah, je vous avais écrit dit. Jean Juvénal des Ursins. Impossible de le déshabiller. Il était couvert de poux, de vermine, de déchets de nourriture. Oh. Sans qu'on y prête attention, il avait enfoncé un morceau de fer dans son corps qui avait provoqué un chancre, pourrissant sa chair. Ça, je m'en souviens pas, par contre. Personne n'osait approcher le roi pour lui prodiguer les soins indispensables. Quand il sort de sa folie,
c'est pour y retomber peu de temps après. On recensera 52 crises successives. Lors de l'une d'entre elles, en juin 1393, il est persuadé qu'il est fait de verre. Il porte... Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, en fait, les crises de folie sont de plus en plus nombreuses à mesure qu'il vieillit, justement. Au début, elles sont rares, espacées et ne durent pas très longtemps. Et à la fin, elles sont fréquentes, longues, et les moments de répit sont vraiment très courts. Des cerceaux en acier autour du torse. Il se fait transporter dans un char rempli de coussins pour éviter de se briser. Par moments, il se met également à sauter et à danser de façon obscène. Bah, il me semble que justement, même encore aujourd'hui, on est incapable de dire de quelle folie il était atteint, enfin plutôt de quel mal il était atteint. Euh, Tant justement, on a eu tellement de sources qui partent dans tous les sens. Euh, il avait certainement plusieurs trucs, plusieurs maladies qui ont dû converger vers une folie généralisée, mais on n'a pas un diagnostic précis, il me semble. S'il apercevait ses armes, et celles de la reine gravées ou peintes sur les vitraux ou sur les murs, écrit le religieux de Saint-Denis, il les effaçait en dansant d'une façon burlesque et inconvenante. Il prétendait qu'il s'appelait Georges, et que ses armoiries étaient un lion traversé d'une épée. D'accord. Mais pourquoi ne peut-on pas le soigner, ce roi ? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a. Les médecins se suivent et échouent, les uns après les autres. Impossible d'arriver à un diagnostic. Les siècles qui suivent essayeront de poser à nouveau un diagnostic. On invoquera l'hérédité, la consanguinité, J'allais le dire. la fièvre typhoïde, une intoxication alcoolique, une maladie vénérienne. Mais rien ne colle vraiment. Vénérienne à me reprocher. Les chroniqueurs de son temps se rapprochent peut-être de la cause de sa folie lorsqu'ils disent, comme des Ursins, la rumeur courait dans la population que la maladie du roi était une punition de Dieu à cause des lourds impôts qu'elle devait payer et qui n'étaient pas utilisés pour le bien commun. On se souvient de la vision de Charles VI enfant. Un cerf portant le diadème César m'a donné ceci. Mon hypothèse, c'est que sa folie est précisément ce que César lui a donné. C'est d'avoir cru qu'il était un grand homme et de n'avoir pas supporté de voir à quel point ce n'était pas vrai. À quel point le grand homme est un leurre. Charles VI... Mais pour ça, il faut avoir suivi les autres actes pédagogiques et les autres empires n'a jamais pris fin. Or, à l'époque, Charles VI, il ne pouvait pas avoir vu l'empire n'a jamais pris fin. Donc voilà, c'est pour ça que tout cela, et il le dit, c'est une interprétation. Donc forcément, on pouvait pas le savoir à l'époque parce que César, on ne connaissait de César que de la guerre des Gaules à ce moment-là. Donc forcément, ce récit rédigé de sa propre main, forcément que la vision qu'on avait de César était partielle et qu'aujourd'hui, grâce aux multiples sources qui se croisent, on est capable d'avoir un portrait beaucoup plus réaliste et on a mis pas mal d'eau dans le vin, justement. Enfant, s'est confronté à la réalité derrière le mythe du grand homme, la misère du peuple, la corruption des seigneurs, les trahisons parmi les membres d'une même famille. Sa folie est une bien petite folie face à cette folie-là. La folie de César. Croire que les grands hommes existent, croire que les peuples en ont besoin pour être, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Une folie qui atteint même de grandes intelligences, comme celle du philosophe Hegel. Leur œuvre, écrit Hegel au sujet des grands hommes, est ce que visait la véritable volonté des autres. C'est pourquoi elle exerce sur eux un pouvoir qu'ils acceptent malgré les réticences de leur volonté consciente. Les populations taillées en pièces par César et ses successeurs disent qu'elles veulent vivre, mais en fait, inconsciemment, ce ne serait pas vrai. Elles accepteraient que le plus fort l'emporte sur eux, parce que c'est la volonté de l'esprit Là, on est sur de la qui philosophie, parle à donc travers ça me lui. dépasse un peu. Et tout irait bien, s'il n'y avait pas les jaloux. Les jaloux de quoi ? Mais de la grandeur du grand homme, pardi. Je cite encore Les Hegel. jaloux. Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre, dit un proverbe connu. S'il en est ainsi, ce n'est pas parce que celui-là n'est pas un héros, mais parce que celui-ci n'est qu'un valet de chambre. Oh là là ! On va retourner faire le ménage alors. Revenons à Simone Veil. À Londres, en 1943, rédigeant les bases d'un patriotisme subordonné à la justice. Que dit-elle ? Les Français sont affamés de grandeur. Mais aux malheureux, ce n'est pas de la grandeur romaine qu'il faut. Notre conception de la grandeur est la tare la plus grave
Notre conception de la grandeur est celle même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. Quoi qu'on inflige à Hitler, C'est vrai. cela n'empêchera pas, dans 20, 50, 100 ou 200 ans, un petit garçon rêveur et solitaire, allemand ou non, de penser qu'Hitler a été un être grandiose, a eu de bout en bout un destin grandiose, et de désirer de toute son âme un destin semblable. En ce cas, malheur à ses contemporains. Simone Veil a écrit Les États-Unis de 2025, avec 80 ans d'avance. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, vraiment là, parce que c'est exactement ce qu'il se passe aux États-Unis avec Elon Musk et son salut nazi, toute cette stratégie pour appâter les néo-nazis aux États-Unis et la dérive fasciste qui est sur le point de s'emparer de la plus grande démocratie du monde, comme on disait. C'est oui, effectivement, voilà, c'est cette volonté de grandeur, ça fait réfléchir. Bon, bah, écoute, merci Simone, on prend note, mais je crois que pour nous là, pour le premier quart de 2025, pour le premier quart du 21e siècle, c'est un peu foutu. On repassera dans 100 ans. Difficile de lui donner tort, alors que préconise Simone Veil dans notre rapport à l'histoire. Le seul châtiment capable de punir Hitler et de détourner de son exemple les petits garçons assoiffés de grandeur des siècles à venir. C'est une transformation si totale du sens de la grandeur qu'il en soit exclu. La pensée de la faiblesse peut enflammer l'amour comme celle de la force, mais c'est une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. Je m'inscris en plein dans les propos de Simone Veil là-dessus. J'ai une maxime que j'utilise régulièrement et du coup qui façonne un petit peu ma vision de la vie, qui est que je suis toujours du côté des opprimés pour combattre les oppresseurs. Toujours. Dès qu'il y a une oppression, j'essaye de la combattre dans l'idée que tout le monde puisse être libre. Et clairement, cette idée de grandeur, c'est toujours cette idée de domination, d'un qui doit avoir l'ascendant sur d'autres. Jamais dans une logique égalitaire, jamais dans une logique de bien commun. Et donc, c'est pour ça que, plus précisément, je serai toujours inflexible envers les oppresseurs parce que je serai toujours compatissant avec les opprimés. Voilà ce qui pourrait résumer un petit peu ma pensée et comment je me situe à ce jour. Il y a une figure de cette époque sur laquelle on peut reporter notre amour, parce que sa grandeur vient de sa faiblesse. Parce qu'il n'a pas supporté ce qu'il a vu. Il a échoué à y participer, mais qu'il en a fait quelque chose. Il en a fait autre chose. Ça avait craché. C'est l'autre Charles, le neveu du roi, le fils de Louis et de Valentina. C'est Charles d'Orléans. On l'a laissé à Azincourt, alors qu'il n'a que 21 ans et qu'il est fait prisonnier par les Anglais. On lui laisse la vie sauve, mais en échange d'une rançon de plusieurs centaines de milliers d'écus d'or, il va passer 25 ans en prison à essayer de réunir la somme en question. Il est déjà veuf. Il me semble à l'époque, c'est 2 millions de livres pour la rançon pour être libéré. Et donc, il va passer très longtemps au Newf. Oui, c'est toujours là. Il va passer longtemps au Newf à essayer de réunir 2 millions de livres pour pouvoir être libéré et retourner en France. Être une deuxième fois. Quand il n'avait que 12 ans, on l'avait marié à Isabelle de France, la fille de Charles VI, qui avait été précédemment mariée à Richard II d'Angleterre et qui était elle-même veuve. Elle meurt 3 ans plus tard. À 15 ans, Charles a perdu son père, sa mère et sa femme. Puis on l'a mariée à la fille de Bernard d'Armagnac. Bonne, au moment où le comte Cruel prenait la tête du courant opposé à Jean sans peur. On ne la verra pas très longtemps, puisqu'il est emprisonné à Azincourt. Elle meurt entre 1430 et 1435, alors qu'il est encore en prison. Pendant ce temps, tout ce temps, son occupation principale et sa seule joie, même si celle-ci est pleine de mélancolie, sera d'écrire de la poésie. Mon cœur est devenu ermite dans l'ermitage de pensée, car fortune, la Trédépite, qui le hait maintes journées, s'est nouvellement alliée contre lui avec tristesse.
Elles l'ont banni hors de liesse. Place n'a où puis demeurer, fort au bois de mélancolie. Il est content de s'y loger, si lui dis-je que c'est folie. Charles d'Orléans va alors devenir l'homme égaré qui ne sait où il va. Aveugle suis et ne sait où aller doigt. De mon bâton, afin que ne fourvoie, je vais tâtant mon chemin çà et là. C'est grande pitié qu'il convient que je sois, l'homme égaré qui ne sait où il va. Comme l'écrit Jacques Drillon dans son livre Charles d'Orléans ou le génie mélancolique. Parmi ces hommes brutaux et sanguinaires, il semble un enfant. Au milieu des aristocrates analphabètes, débauchés et menteurs, elle est très précieux et faible. Que fera Charles d'Orléans quand il en sortira? Pas la même chose qu'il a fait dans les prisons anglaises. Il va faire de la poésie. Il a passé toutes ces années à écrire des ballades, il écrira désormais des rondeaux. Il va même ouvrir un cercle dans sa cour de Blois où il accueille des poètes. On sait qu'il fera un bon accueil à François Villon, un des plus grands poètes de tous les temps, qui s'y rendra à 2 reprises, à qui Charles offrira, semble-t-il, non seulement l'hospitalité, mais également une pension. Comment s'entendait François Villon, né en 1431, un ancien étudiant parisien devenu hors-la-loi, poursuivi pour avoir tué accidentellement un évêque au cours d'une risque de rue un soir de fête, condamné au gibet puis gracié, et le duc Charles d'Orléans, né en 1394. J'avoue, c'est vraiment, Aucune idée. c'est vraiment 2 mondes que Mais tu Villon, opposes. pourtant pas avare de traits sarcastiques, l'aura, semble-t-il sans ironie, le doux seigneur qui lui a donné un peu d'argent et sa protection. Ils ont tous deux connu la prison, c'est vrai, mais ce n'était pas la même. Celle des seigneurs pour Charles d'Orléans et celle des pauvres gueux pour... Oui, parce que quand on dit que Charles d'Orléans est en prison en Angleterre et il reste pendant, il me semble que c'est 25 ans. Désolé, j'ai un peu la tête ailleurs et l'esprit un peu embrumé parce que j'ai peur d'un crash. Donc, je suis en train de surveiller mon PC à côté pour vérifier que ça n'explose pas de nouveau comme tout à l'heure. Voilà, mais du coup, les prisons, pour les puissants, c'est pas les prisons pour les pignoufs, hein. C'est autrement plus cosy. On appelle ça d'ailleurs des résidences surveillées, pour vous dire à quel point c'est un autre monde. C'est vraiment, t'as ton petit chez toi, tu es nourri, blanchi, logé, mais par contre, tu sors pas. Tu sors pas, tu restes chez toi, les visites sont contrôlées, voilà, comme dans une prison, mais c'est juste que c'est un appartement de 200 mètres carrés, quoi, voilà. Donc ça permet quand même de faire des choses. On lui apporte du papier, de l'encre et des bougies pour qu'il puisse écrire, pour qu'il puisse correspondre aussi avec la France, pour qu'il puisse justement faire en sorte de réunir la rançon. Non, c'est des conditions très agréables, si je puis dire, de détention, hein. C'est sûr que c'est toujours déracinant de passer 25 années de sa vie loin de la région où on a grandi, dans un pays où on ne parle pas la même langue que là où on a grandi, encore que, puisque la noblesse française parle le latin au même titre que la noblesse anglaise, qui parle normand et latin. Donc, ils peuvent communiquer, mais il est dans un pays où c'est des dialectes anglo-saxons qui sont en train de se formaliser derrière. Oui, en plus, en 25 ans, ça permet aussi d'apprendre la langue, effectivement, et d'apprendre plein d'autres choses. Finalement, il se découvre un destin de poète. Mais voilà, tout ça pour faire un petit aparté sur les conditions de détention, où plus tu es gradé, si je puis dire, dans la pyramide féodo-vassalique et dans l'ordre protocolaire monarchique, plus tu auras des conditions de détention décentes. Voilà. Au contraire du pégu moyen. Pour François Villon, qui écrira « Nous connaissons que ce monde est prison ». Peut-être ont-ils été réunis par la sensibilité. Quelque chose qui permet de dépasser les déterminations de classe, l'arbitraire de la naissance, les aléas de l'existence qui font de vous un héros ou un vilain. Ils ont été réunis par la conscience de la faiblesse des constructions humaines et de cette victoire absolue de la faiblesse qu'est la poésie. On peut aimer Charles d'Orléans, poète de grâce infinie, comme disait de lui Marcel Schwab. On peut aimer François Villon encore plus. Comme dit encore Marcel Schwab, mais de Villon cette fois, dans un siècle où la force, le pouvoir et le courage avaient seuls quelques valeurs, il fut petit, faible, lâche. Petit, faible, lâche, mais génial. François Villon,
est l'inventeur d'une sensibilité qui, à la différence de celle de Charles d'Orléans, dépasse la sentimentalité, ses conventions et ses clichés, et réussit à se diffuser à travers une description concrète des misérables et des prostituées. Ce bordel où nous tenons notre état. Une sensibilité qui s'exprime par ce grand rire face à notre détresse qui console mieux de la mort. Il a fréquenté tous les milieux, des plus hauts aux plus bas, et il sait parler la langue de tous, celle des universitaires comme l'argot des voyous. Il utilise tout ce qui est à sa disposition pour railler ces illusions dont il est revenu. Folles amours font les gens bêtes. Salomon en idolâtra, Samson en perdit ses lunettes, bienheureux et qui rien n'y a. Et dans les laits, dans le testament, comme dans l'épitaphe de Villon, il invente une esthétique de la misère et du malheur moral, où transparaît sempiternellement la puissance égalitaire, mais terrible, de la mort. Je conçois que pauvres et riches, sages et fous, prêtres et laïcs, nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands, et beaux et laids, dames à rebrasses collées, de quelconque condition, portant atours et bourrelets, morts saisis, sans exception. Cette poésie de pendus dansant au bout d'une corde, née à la même époque que la première danse macabre, peinte sur le cimetière des Saints Innocents à Paris, où la mort emporte le pape comme le pauvre paysan. Cette poésie n'aurait sans doute pas pu naître dans un autre contexte que celui-ci, marqué par la famine, les guerres, la peste et l'occupation. Elle n'aurait sans doute pas pu apparaître sans le besoin d'une consolation sans illusion, sans mensonge, dans une existence faite d'espoir, sempiternellement taillée en pièces. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car ce pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie. Et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. On va oublier Charles d'Orléans après sa mort en 1465. On le redécouvrira à partir du XVIIIe siècle. Ah, tiens, ça, je François savais pas. Villon, dont on perd la trace après 1463, lui ne sera pas oublié. Il va marquer les siècles qui suivent et deviendra même un personnage de légende, comme chez Rabelais. On peut aimer la réalité correspondant au nom de France avec toute l'âme, à partir des exemples de Charles d'Orléans et de François Villon, le premier, le plus grand, dit de ce dernier Simone Veil. François Villon, dont la pureté de l'âme est manifeste à travers l'expression déchirante du malheur. On peut aimer avec toute l'âme le fait que les deux plus grands poètes de son Moyen-Âge aient été un duc, orphelin et veuf, ayant passé la meilleure partie de sa vie en prison, et un mauvais garçon, repris de justice, désillusionné et railleur. C'est sûr que c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent, deux mondes que tout opposés et qui finalement se retrouvent unis. Donc, si je comprends bien le propos de Pacôme, par l'idée que d'un destin puissant, Charles est devenu finalement un faible, un lâche, et que c'est dans cette vision du monde qu'ils se sont retrouvés et qu'ils ont fait des vers ensemble. Donc c'est intéressant comme quoi, en fait, finalement, notre destin n'est jamais écrit d'avance et c'est un petit peu tant les choix que l'on fait que ceux qui gravitent autour de nous qui définissent un petit peu la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, faut pas non plus d'un côté crier à la totale liberté du destin, à faire absolument tout ce qu'on veut à partir du moment où on est motivé à faire quoi que ce soit, mais à l'inverse, faut pas tomber dans l'excès inverse justement. Et se dire que notre destin est déjà écrit, que on est en plein fatalisme de la vie et qu'on n'a qu'à passer à la suite sans s'arrêter, voilà, et sans prendre le temps de considérer les choix et les autres chemins qui s'offrent à nous. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et on peut aimer qu'ils aient pu, appartenant aux deux pôles opposés de la société, se retrouver. Par dans contre, c'est un l'exercice peu de la éloigné de police. l'histoire. L'amitié entre Charles d'Orléans et François Villon nourrira l'imagination du jeune Arthur Rimbaud, qui écrit en 1870 un morceau de prose. Une lettre où c'est Charles d'Orléans lui-même qui demande et obtient du roi Louis XI la libération de François Villon. Ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas. Laissez-les vivre leur vie étrange.
Et cette guerre entre Armagnac et Bourguignon, d'où tout est parti, qu'on pourrait presque voir comme la date de naissance de notre poésie, va revenir de façon hallucinatoire dans le récit visionnaire de Gérard de Nerval, Un soir de dérive dans les Halles. À une certaine heure, écrit Nerval dans Aurélia, entendant sonner l'horloge de Saint-Eustache, je me pris à penser aux luttes des Bourguignons et des Armagnacs, et je croyais voir s'élever autour de moi les fantômes des combattants de cette époque. Je me pris de querelle avec un facteur qui portait sur sa poitrine une plaque d'argent et que je disais être le duc Jean de Bourgogne. What? Je voulais l'empêcher d'entrer dans un cabaret. Par une singularité que je ne m'explique pas, voyant que je le menaçais de mort, son visage se couvrit de larmes. Je me sentis attendri et je le laissai passer. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore en 1420 et Paris est devenue anglaise. Ruinée, dévastée, minée par la faim et la peste. Ça a été l'horreur depuis 50 ans, ça va être encore pire partout dans ce morceau de planète qu'on s'est habitué à appeler la France. C'est dans ce contexte qu'en 1429, une jeune femme venue de Domrémy va tenter en vain de reprendre Paris, défendue contre elle par l'infect Jean de Villiers. On a parlé de Charles d'Orléans et de François Pinault. On en reparlera. Ils ouvrent une histoire de l'âme, ce livre de la vie étrange, repris et perpétué au fil des siècles par les poètes. Ils inventent une fonction qui sera reprise dans des périodes très particulières, souvent très tristes, désespérées, des périodes pendant lesquelles les poètes renversent le sentiment d'impuissance politique, l'impuissance à agir, et le transforment en puissance d'être et de ressentir. Une fonction qu'on retrouve chez tous ceux qui, comme le dit Simone Veil, ont compris ce qu'est l'amour pour la véritable beauté, sentir que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. On va désormais parler de la grande héroïne du sentiment d'impuissance politique, la personne qui ne reste pas à la place qu'on lui a assignée, mais qui va renverser le sens même du mot action, celle que vous connaissez sous le nom de Jeanne d'Arc. Juste avant, parce que du coup, on est revenu dans l'histoire pour conclure un petit peu l'épisode. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure du traité de Troyes, de l'ultime acte de trahison, où le dauphin est déshérité, et donc c'est le roi d'Angleterre qui devient héritier de la couronne de France. Ce n'est pas les seuls termes demandés d'ailleurs par le traité de Troyes. En effet, quand il s'applique, toute la partie en fait au nord de la Loire, le pays d'Oyle, justement, qu'on avait vu, le pays de langue d'Oyle, concrètement, donc tout le nord du royaume de France, on le divise en deux, passe sous contrôle anglais. Un petit peu... Non, je ne vais pas faire cette comparaison, ce serait un anachronisme de encore 6 siècles, on va éviter. Mais voilà, du coup, il y a déjà une partie de la France qui passe sous contrôle anglais. Paris et l'ensemble du nord de la France passent sous contrôle anglais, mais du coup, ça, si j'ai bien compris, on verra la seconde partie de la guerre de 100 ans la prochaine fois. Voilà, mais du coup, en fait, ne reste du royaume de France que la partie sud du territoire, tout ce qui est au sud de la Loire, dans une gestion plus ou moins directe. Voilà. Donc ça, c'était mon petit laïus pour terminer. Après, j'imagine qu'on va voir le reste la prochaine fois, donc dans 2 semaines. Alors, un petit mot pour la fin? Merci d'avoir vu cet épisode de l'Empire Oui, j'ai eu n'a peur, jamais moi pris aussi. fin. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast. Et à la chaîne de Saslil, bien sûr, c'est valable tant pour YouTube que sur Twitch. Voilà, donc j'aurais découpé le React pédagogique en 2 épisodes, du coup, YouTube, parce que du coup, les VOD sont longues. On va en avoir pour pratiquement 3 heures de React pédagogique cette fois. Voilà, j'ai pris le choix finalement de profiter du crash et de couper en 2 VOD. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, abonner, regarder la première VOD, mais bien sûr aussi de soutenir celle-là sur YouTube et bien sûr sur Twitch, de vous abonner vous aussi si vous en avez la possibilité. Votre soutien financier est la boussole qui me permet d'avancer, de continuer de me professionnaliser et de proposer des contenus supplémentaires et des formats nouveaux dont j'innove sur la chaîne. Donc vraiment, votre soutien financier est une véritable bouée, est une boussole pour moi. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous abonner sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Et bien sûr, si YouTube, vous voulez aussi me soutenir, n'hésitez pas à passer sur Twitch
pour lâcher un petit sub, ça fera toujours extrêmement plaisir. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Activez la cloche. Et si vous n'aimez pas cette vision de la guerre civile et des origines de l'occupation anglaise, faites comme Jean sans peur, compensez la réalité de la misère par une accumulation de fake news. Et si jamais vous avez un problème, fuyez et attendez que ça passe. Là, je les préchote. Je les préchote le Jeanne au secours. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin du coup de ce React pédagogique. Hop, on va passer en débrief. Bon, on aura eu vraiment en fait la première moitié, hein, techniquement, de la guerre de 100 ans. Donc, le récit de pourquoi on en est arrivé là, de cette querelle dynastique qui a fini par embraser l'ensemble du royaume, à tel point que du coup, une partie de la France passe sous juridiction anglaise, alors que le royaume enchaîne débâcle sur débâcle militaire. Le roi qui est pris d'un accès de folie et qui sombre dans la folie. Le dauphin qui est fait prisonnier et qui entrevoit une autre existence à côté. D'ailleurs, je crois pas que ce soit le dauphin, maintenant que j'y pense. Je crois pas que c'était le dauphin. Je retire ce que je disais, du coup, mais c'est quand même un membre de la famille royale. Voilà, mais du coup, qui entrevoit les choses différemment. Et en fait, je comprends un petit peu pourquoi Pacôme s'est un petit peu éloigné de la vision de l'histoire. Et forcément, hein, il y avait eu le disclaimer en début de vidéo qui consistait à dire que il est exégète, il s'appuie sur les sources et que donc il s'est notamment appuyé sur Simone Veil pour appuyer son propos, qui est de finalement poser une question. Moi, c'est comme ça un petit peu que je vais le résumer et en même temps vous inviter là-dessus à vous exprimer dans les commentaires. Quelle figure de l'histoire veut-on retenir? Des figures soi-disant grandes qui inspirent l'autorité, mais surtout avec elles la domination sur les uns, sur les autres, et les guerres fratricides, ou bien est-ce qu'on peut prendre en exemple des figures plus mineures de notre histoire aujourd'hui, qui n'ont pas fait de grands accomplissements, qui ne sont pas à l'origine de grands changements, mais qui, par leur vision du monde, ont vu une vision plus modeste, plus libre du monde. C'est la question que finalement il pose et que donc moi je me permets de vous poser dans les commentaires. C'est une question à laquelle moi je vais pas avoir de réponse dans l'immédiat, je vais y réfléchir clairement parce que ça mérite de s'y interroger. Quelle figure veut-on dans notre histoire? Puisque si nous devons nous enorgueillir de notre histoire, quelles qualités et défauts souhaitons-nous retenir des personnes qui l'ont composée? Voilà, donc la question est ouverte. Je vous inviterai donc à débattre dans les commentaires, comme je l'avais dit dans la VOD précédente, avec courtoisie et respect pour les opinions des uns et des autres, dans la raison et dans les faits et jamais dans la passion. Voilà, c'est ce qui permet un débat serein, qui permet malgré tout de faire valoir ses idées, ses opinions et ses positions, tout en respectant celles des autres. C'est vraiment ce que je veux faire valoir avec ce React pédagogique et avec les informations historiques que je vous transmets en complétant de celles de Pacôme. Et écoutez, ça me semble bon pour cette VOD. Hop. Est-ce qu'on se ferait peut-être un petit tour dans les commentaires? Je regarde vite fait, hein. Bon, là, on y a passé un peu trop de temps, donc ça vaut peut-être pas le coup, mais peut-être les prochaines fois, on se fera ça. On regardera les commentaires de la vidéo pour voir ce que ça donne. Justement, ça pourrait être intéressant. Bref, YouTube, je m'arrête là avant que OBS n'explose encore. Merci à toi d'avoir regardé ces 2 VOD. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé dans les commentaires au passage. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.